Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réussite personnelle et pourquoi en fait 90% des projets échouent toujours et surtout comment être dans les 10% de réussite. Bonjour, je suis Emmanuelle Soulard et je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos qui est orientée sur la réussite personnelle et évidemment la matérialisation de la valeur personnelle de chacun d'entre nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans une activité, d'avoir un projet en tête, une envie, un rêve, et de vous dire oui, super, on y va, et puis en fait, de pas réussir à vous y mettre? Moi, ça m'arrive très souvent. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais voilà, on se retrouve toujours à procrastiner, on se retrouve toujours à dire, ah, mais finalement, non, mais je vais le faire plutôt demain, et puis il me faudrait ci, ou il me faudrait ça pour pouvoir me lancer, et puis peut-être que j'ai pas assez le temps, ou alors j'ai pas assez d'argent, ou alors, un des trucs que j'adore, oui, je suis trop vieux ou trop vieille pour faire ce projet-là. En fait, on trouve toujours des raisons de pas forcément se lancer dedans, ou quand on commence à se lancer, c'est là où en fait, tout nous tombe dessus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ça, où finalement, ben, les choses qui marchaient bien avant se mettent à ne plus marcher du tout. Voilà, le banquier n'est plus disponible alors qu'il était tout sourire, les taux d'intérêt explosent à ce moment-là. Enfin, il y a plein d'obstacles qui se mettent en place au démarrage du projet et qui font que, ben, en fait, ouais, mais non, on va pas y arriver, ou alors il faut sortir 2 fois ou 10 fois ou 100 fois plus d'efforts pour démarrer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, ça m'arrive souvent. Et au fur et à mesure de mes lectures sur la psychologie, sur la philosophie, etc., j'ai fini par trouver une solution et à comprendre pourquoi ça nous arrive, ce genre de choses. Et surtout, toutes ces problématiques ont une solution extrêmement simple qui se situe là et là, tout simplement. Parce que ces obstacles-là, si on les laisse faire, on a souvent l'attitude de se dire ah non, mais bon, je me lancerai pas. Ou alors finalement, elles nous confortent dans nos peurs, elles nous confortent dans nos freins, elles nous confortent dans tout ce qui nous angoisse par rapport à cette sortie de notre zone de confort. Et je connais beaucoup de mes auteurs qui me disent souvent dans ces cas-là, non, mais en fait, c'est juste que ça veut dire qu'il fallait pas que je le fasse. C'est un signe. Alors, déjà, si vous êtes avec un projet en tête et que vous commencez à vous lancer dedans ou vous avez envie de vous lancer dedans et soit vous procrastinez, soit il se passe plein de choses dans votre vie qui vous font dire que c'est pas le moment, j'aimerais vous dire un petit message et c'est le message de cette vidéo, c'est si, c'est le moment. Si, c'est le moment. Et ce qui vous arrive à vous arrive à tout le monde, en fait. C'est des choses que l'on voit depuis des siècles, qui ont des fondements scientifiques, qui sont explicables, qui sont en lien avec le mode de fonctionnement de notre cerveau. Et dans cette vidéo, je vais vous donner, en fait, déjà les explications scientifiques qui sont en lien avec ça, et surtout comment ne plus se laisser submerger par ces obstacles initiaux et réussir à amener nos projets jusqu'au bout. Vous êtes prêts? On y va. Parce qu'on sait que ces projets, ils peuvent nous changer la vie. On sait que c'est le moment de s'y intégrer, c'est le moment de s'y impliquer. Et puis on voit tout autour de nous plein de gens qui commencent à faire des choses similaires et qui, quelque part, nous dament l'herbe sous le pied, en tout cas, qui vont réussir à notre place. C'est tellement dommage de laisser ça. Et si je vous disais que ces éléments qui semblent aléatoires ne le sont pas? Si je vous disais qu'ils sont non seulement normaux, mais qu'ils sont même systématiques dans le lancement de l'intégralité des projets? Ça se retrouve partout dans le chemin du héros. Si le héros ne va pas au bout de lui-même, si le héros n'est pas challengé à la fois au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et parfois même également au niveau financier, ça veut dire que sa réussite n'en est pas une. Il se passe effectivement plein de choses dans notre vie. Et vous savez quoi? C'est bien. Parce que ce sont ces obstacles, ce sont ces tensions, ce sont ces difficultés qui sont là pour nous amener à valoriser ce qu'on est au fond de nous, pour nous amener à faire éclore fondamentalement qui on est et toutes les qualités qu'on a au fond de nous et qui ne sont pas sollicitées au quotidien. Ce sont nos obstacles, ce sont nos imprévus qui nous amènent à révéler notre véritable valeur, cette valeur unique et exceptionnelle que nous avons tous en nous. Et c'est en se confrontant à ces difficultés que nous devenons plus forts et que nous devenons capables de réaliser, de matérialiser des grandes choses. Alors, comment on réussit son objectif? Je vais vous montrer l'exemple d'expéditions extrêmes et les travaux des psychologues qui peuvent expliquer pourquoi on se retrouve dans des situations difficiles et surtout comment on les surmonte. Prenons l'exemple de la course au pôle. Oui, je parle du pôle Nord et du pôle Sud. Fin du 19e, début du 20e siècle, c'était une course qui était internationale.
Les Américains, les Anglais, les Suédois, les Norvégiens, tout le monde voulait arriver au pôle le premier. On parle là de courses à pied de plusieurs milliers de kilomètres avec des ressources extrêmement limitées, par des températures de -50 degrés, avec des équipements qui n'étaient absolument pas adaptés à ça. C'est-à-dire, c'est un challenge qui mettait littéralement les gens en danger de mort. En 1909, l'Américain Peary annonce avoir conquis le pôle Nord. À ce moment-là, le docteur Cook, qui est un autre Américain, dit que lui-même, il y était allé un an auparavant. Et il le confirme par un message laconique. J'espère que ces observations confirmeront les miennes. Amundsen, grand explorateur norvégien, était sur le terrain avec le docteur Cook depuis des années. Et quand le docteur Cook est arrivé au pôle Nord, il n'était pas dans son expédition, et Amundsen avait la volonté lui-même d'arriver au pôle Nord le premier. C'est alors que Amundsen a décidé de reporter ses ambitions vers le pôle Sud. Or, l'Anglais Scott était déjà sur le pôle Sud depuis 1901, il clamait haut et fort avoir déjà ouvert plusieurs territoires, et il revendiquait le fait que personne d'autre que lui n'avait le droit d'y aller. Cette consigne avait aussi été donnée à Ernest Shackleton, qui était le troisième officier de bord de Scott lors de son expédition de 1901. Cette expédition s'était passée en Antarctique et Shackleton avait été rapatrié pour des raisons de santé. Euh, mais il y avait des rumeurs comme quoi la rivalité entre lui et Scott était de plus en plus grandissante. Il avait été rapatrié pour des raisons de santé parce que cette expédition de 1901 s'était terminée en une véritable catastrophe. Les chiens étaient morts de malnutrition, les hommes également. A priori, il y avait eu des contaminations bactériennes sur leur nourriture et ils avaient tous manqué mourir de froid et de faim. En 1912, Amundsen avait monté une expédition à destination du pôle Sud. Scott était également sur le pôle Sud à ce moment-là. Et donc, la compétition et la course étaient une réalité pour les deux hommes. Mais il faut savoir que dans ces conditions-là, en fait, la course peut se solder par des semaines ou des mois, parfois, d'immobilisation à cause de tempêtes extraordinaires. On sait que c'est Amundsen qui va arriver le premier au pôle Sud, en devançant Scott de quelques semaines, un mois à peine. Par contre, l'équipe de Scott, sur le retour, va mourir de froid et de faim. Et Scott va devenir un véritable héros national, à titre posthume malheureusement. Pendant ce temps-là, Amundsen va être décrié comme un traître, un mangeur de chiens, quelqu'un qui finalement avait décidé au dernier moment d'aller au pôle Sud, alors qu'en fait Amundsen était un explorateur arctique et antarctique depuis des années. Le fait que la majorité des journaux de l'époque étaient anglais vient peut-être du fait de la mauvaise réputation qu'Amundsen a tirée de sa réussite et de sa victoire. Alors, comment Amundsen a réussi à arriver au pôle avant Scott et en meilleure situation, en meilleure préparation? D'abord, Amundsen avait mené de nombreuses expéditions en Arctique, c'est-à-dire au pôle Nord. Il avait été le coéquipier de Cook. Ils avaient travaillé auprès des Inuits pour voir comment ces peuples s'étaient adaptés au froid extrême. Cook étant un médecin, ils avaient beaucoup travaillé sur le scorbut. Cook, à l'époque, au pôle Nord, donnait à manger des pingouins à son équipage pour limiter le scorbut. Scorbut qui avait décimé les chiens et l'équipe de Scott en 1901 en Antarctique. Mais lorsque Amundsen avait révélé finalement ses objectifs de pôle Sud, il a perdu quasiment tous ses soutiens financiers. Il a été obligé de lourdement hypothéquer sa maison. Il faut savoir que Shackleton, à l'époque, donc le second de Scott, avait lui aussi de gros problèmes financiers. Et pour financer ses expéditions, il s'hypothéquait lourdement. Scott également avait une grosse pression financière, son père étant décédé. C'était lui qui avait la charge de l'intégralité de sa mère, des familles de ses sœurs et de sa propre famille. Amundsen n'avait rien laissé au hasard. Il avait misé sur les chiens comme animaux de bas et source de nourriture également. Il était parti avec une centaine de chiens. Ils avaient également beaucoup travaillé sur le matériel. Le Fram, qui était le bateau qu'ils ont utilisé, avait été conçu pour être pris dans les glaces. Ce qui n'était pas le cas pour l'expédition de Shackleton, par exemple. Shackleton, son bateau s'est fait prendre dans les glaces et surtout il a été broyé en quelques mois et Shackleton s'est retrouvé à dériver avec son équipage sur un pan de banquise. Ils ont dû mettre des chaloupes à la mer, les bricoler pour arriver à survivre, affronter l'océan Arctique, l'océan glacial antarctique. Shackleton a dû faire des traversées incroyables dans le froid, dans la mer glaciale, parfois monter les montagnes de Nouvelle-Géorgie pour arriver à sauver son équipage. Il a réussi à le faire, mais finalement, son objectif primaire, qui était de traverser l'intégralité du pôle Sud, a été complètement secondaire. Il n'a plus œuvré que dans un seul but, sauver son équipage et sauver ses hommes. Amundsen, lui aussi, est rentré sans perte humaine.
Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il travaillait sur la création de camps permanents. Le bateau avait été conçu pour que les hommes puissent passer plusieurs mois, plusieurs années à l'intérieur. Ils faisaient énormément de chasse. Additionnaient beaucoup la viande de phoque à leur nourriture pour lutter contre le scorbut. Ils faisaient des petites expéditions partant de leur camp de base. Ils ont même construit des cabanes en dur, solides, des camps solides pour laisser passer les mois, les années pendant lesquelles ils ne pouvaient pas bouger. À partir de ces camps en dur, ils faisaient des petites expéditions de reconnaissance scientifique et exploratoire, et ils mettaient en place des camps intermédiaires. Donc, en fait, ils avaient créé un système d'autonomie. Ils ont aussi énormément amélioré leur matériel. Ils ont allégé leurs traîneaux, ils ont travaillé avec des bois extrêmement durs, donc qui coûtaient extrêmement cher avant de partir en expédition. Ils ont beaucoup amélioré leur façon de travailler avec leurs traîneaux, les distances qu'ils utilisent, qu'ils faisaient tous les jours avec leurs chiens. Ils faisaient beaucoup, ils utilisaient parfois les chiens évidemment comme source de nourriture, à la fois pour eux et pour leurs attelages. Grosso modo, en fait, Amundsen organisait l'intégralité de son périple en fonction de ses ressources pour maximiser la survie. De même, Amundsen avait prévu pratiquement 3000 livres et un gramophone parce qu'il savait qu'un équipage qui devait vivre en autarcie dans un petit endroit, parce qu'il ne pouvait pas construire de grandes cabanes, avait besoin de... Il savait que le moral est absolument indispensable dans les opérations de survie. Au final, on sait que ce sont plusieurs tonnes de viande congelée qu'Amundsen avait réparties sur l'intégralité de la banquise pour faire des relais réguliers lors de son expédition pour aller conquérir le pôle Sud. À côté de ça, Shackleton, par exemple, a frôlé la catastrophe avec son équipage. Son navire a été broyé par les glaces en quelques mois. Ils ont subi des mois et des mois de dérive sur la banquise. Ils ont traversé l'océan austral en chaloupe, atterrissant sur l'île de l'Éléphant, qui était loin de toute route commerciale. Ils ont reaffrété une autre chaloupe avec les membres de l'équipage qui étaient le plus fringants, entre guillemets, retraverser encore une partie de l'océan, aller en Nouvelle-Géorgie, traverser l'intégralité de l'île avec les deux membres de l'équipage restants, puisque les trois précédents n'étaient plus en état de sortir du rivage, puis monter une nouvelle exposition de secours pour aller chercher de l'autre côté de l'île ceux qu'ils avaient laissés derrière, puis sur l'île de l'Éléphant, puis d'autres expéditions antarctiques. Shackleton a toujours eu une profonde admiration pour Amundsen. En conclusion, en fait, tous les projets, ils ont leur lot d'imprévus, tous les projets ont leur lot de malchance. Et tous les projets nécessitent systématiquement de comprendre, analyser, construire, réadapter les objectifs. Tous les projets comportent une part de gloire et une part de honte. Et tous comportent des parts de risque. Sans le risque, il n'y a pas de récompense. Et ces risques, ils peuvent être financiers, ils peuvent être moraux, ils peuvent être au niveau de la vie même, des gens qui vous confient leur vie, qui travaillent avec vous sur votre projet. Et tous les projets réussis demandent de profondes qualités morales. Alors, comment on maximise sa réussite et surtout, pourquoi est-ce que la réussite est si compliquée? Mais en fait, il y a plusieurs explications psychologiques à cela. Carl Gustav Jung parle d'un archétype qui s'appelle le gardien du seuil. Symboliquement, il est tout à fait représentable comme, par exemple, le sphinx égyptien. Un corps de lion, quelque chose de formidable, qui empêche de passer, une profonde intelligence qui pose une question et qui challenge un petit peu le héros qui démarre son aventure. Le gardien du seuil, c'est une symbolique qui peut prendre plein de matérialisation dans la création de nos projets. Ça peut être quelque chose qui nous semble énorme, impossible à surmonter et qui nous demande beaucoup d'inventivité, mais qui nous demande surtout de nous engager pleinement et fondamentalement au démarrage de notre projet. C'est un petit peu la question qui nous est posée, est-ce que tu vas être prêt à aller jusqu'au bout? Psychologiquement, Carl Gustav Jung explique que c'est l'incarnation psychologique de nos peurs les plus profondes, de nos doutes, qui se matérialisent face à nous et qui nous demandent, qui nous challenge de savoir est-ce qu'on est vraiment motivé pour aller au bout de notre projet. Et finalement, le gardien du ciel, quand on arrive à le surmonter, c'est déjà un premier pas, mais c'est surtout un engagement total dans notre projet. Une fois qu'on a passé le gardien du seuil, ben, ça veut dire qu'on est vraiment lancé dans notre aventure et que là, à ce moment-là, les défis, les obstacles peuvent être plus importants. Timothy Pichil a énormément travaillé sur la procrastination. En effet, on a tous cette tendance à se dire oui, bon, il faut que je le fasse et je le ferai aller demain ou après-demain. Ou alors quand on s'y met, on a soudain le téléphone qui sonne, ou on se retrouve à regarder les réseaux sociaux, on se retrouve à faire complètement autre chose, ou à la mettre le nez dans le frigo parce que finalement on a une fringale. Tout ça, en fait, ce sont des manifestations de la procrastination. Timothy Pichil a beaucoup travaillé sur cette
procrastination, sur le fait de repousser en fait jusqu'à la dernière échéance les choses que nous avons à faire, elle est l'incarnation d'un évitement émotionnel, beaucoup plus qu'une mauvaise organisation. En général, là aussi, ce sont nos peurs, là aussi, ce sont nos doutes et nos angoisses qui se masquent en nous créant des besoins qui ne sont pas là. C'est nos doutes et nos peurs qui viennent créer une illusion. Et notre cerveau, finalement, saute sur cette occasion de ne pas faire ce qu'il a à faire. La procrastination, c'est typiquement un mécanisme de défense psychologique. Daniel Kahneman amène également une autre théorie pour nous expliquer pourquoi c'est si difficile en fait de se lancer dans son projet. C'est la théorie des perspectives, qu'on appelle également l'économie comportementale. En fait, nous avons tous tendance à surévaluer les pertes comparativement aux gains. Lorsqu'on se lance dans un projet, je vous l'ai dit, il n'y a pas de projet qui soit tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de réussite qui ne s'obtienne pas avec un certain nombre de sacrifices. Et avant de se retrouver vraiment les pieds dans notre projet, on va avoir tendance à surévaluer ces sacrifices et à avoir l'impression que le prix à payer est trop gros par rapport au gain qu'on va en retirer. En général, ce n'est jamais la perspective qu'on en a une fois qu'on a réussi notre exploit. C'est donc toujours la peur de l'échec, la peur de la perte financière, la peur de l'embarras social qui vont nous bloquer, alors que finalement, une fois qu'on a surmonté toutes ces peurs et qu'on a fait le premier pas, on se rend compte qu'elles sont fondamentalement minimes. Carol Dweck explique également que la réussite d'un projet passe par la mentalité de croissance. On a toujours tendance à évaluer un projet par rapport à un objectif. On se dit, une fois que je serai lancé, je vais obtenir ça et ça sera parfait. Or, les exemples des expéditions polaires nous prouvent que ça ne se passe jamais comme ça. On se lance dans le projet, on se lance dans l'aventure et on va réévaluer nos objectifs au fur et à mesure de notre progression. C'est en faisant qu'on se rend compte que finalement, le projet dans lequel on s'est lancé n'est pas du tout celui que l'on croyait. C'est en le faisant que finalement on réoriente notre envie. On réoriente notre objectif, les choses que l'on veut atteindre et décrocher. Shackleton, par exemple, était parti pour une expédition pour traverser l'intégralité de l'Antarctique. Il a fini sur une expédition dont le seul objectif était de sauver la vie de ses hommes. Et elle peut paraître un peu moins glorieuse sur le papier, mais il n'y a pas de gloire qui soit plus grande qu'une autre. Il est rentré en n'ayant eu aucun mort parmi son équipage. C'est une réussite. Et la mentalité de croissance de Carol Dweck amène à voir les échecs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage, des opportunités de croissance. C'est là où on se rend compte que finalement, l'adage qui dit que le chemin est le but prend tout son sens. Oui, se lancer dans un projet, ça provoque des risques et ça peut nous amener à finalement réévaluer ce qu'on est en train de faire. Mais lorsqu'on se retourne et qu'on regarde le chemin à parcouru, c'est absolument, quasiment jamais le cas de se dire j'aurais pas dû le faire. Au contraire, en général, on se dit j'aurais dû le faire plus tôt. Enfin, je ne peux pas parler des projets sans parler de la méthode Lean Startup de Eric Rice. Lean Startup, c'est une méthode qui a été beaucoup exploitée par les startups de la Silicon Valley à Los Angeles, qui dit simplement, en fait, il faut se lancer avec ce qu'ils appellent un MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit minimum viable. C'est grosso modo partir effectivement avec une ambition démesurée, c'est une bonne chose. Mais construire la chose la plus facile à faire et la plus efficacement possible, c'est ce qui marche le mieux. Par exemple, dans la course à l'aviation, on connaît les frères Wright qui ont été les premiers à voler avec un avion. Ils avaient en face d'eux un compétiteur qui, lui, avait énormément de soutien financier et qui avait construit un gros avion bien lourd, bien matériel, avec un moteur. Cette personne n'a jamais réussi et d'ailleurs son nom est parti des annales. Par contre, les frères Wright, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par construire un planeur, un premier truc qui vole. C'était pas dedans, mais c'est pas grave, ça volait. Et petit à petit, ils ont amélioré, amélioré, amélioré jusqu'à avoir quelque chose qui volait avec un être humain à l'intérieur. C'est ainsi que les meilleurs projets fonctionnent le mieux. C'est un petit pas avec une petite caractéristique. Là, ok, notre objectif, c'est que ça marche. Bah oui, ça marche. Tout le reste, ça marche pas. C'est pas grave. Ça marche et on continue à construire une deuxième forme, une deuxième itération, une troisième itération pour petit à petit arriver à s'approcher de notre objectif. C'est ça le Lean Startup et c'est ça qui fait que la majorité des projets fonctionnent. Vous avez l'ambition d'être un auteur qui sera adapté en film sur Netflix. Parfait. Commencez par écrire une bonne histoire, une très bonne histoire. Une histoire qui fait que les gens qui la lisent se disent waouh, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais lue. C'est ça le départ. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour écrire une bonne histoire. Vous avez juste besoin d'apprendre à écrire une bonne histoire. Et une fois que vous aurez une excellente histoire, après, vous en faites un livre. Ensuite, vous en faites une réussite. Ensuite, vous en faites peut-être
un petit projet adapté en audiovisuel, puis peut-être que vous allez faire un autre pas pour aller contacter les gens de chez Netflix, et puis peut-être que de fil en aiguille, parce que vous aurez construit une notoriété autour de cette histoire, vous allez trouver des investisseurs qui veulent miser sur vous et qui veulent adapter cette histoire, en faire un scénario et en faire une série à succès. Vous voyez, il y a différentes étapes dans un projet. On ne naît pas en directement se sortant du lit en disant aujourd'hui j'écris mon film pour Netflix. Mais ça peut être une motivation de départ qui va faire que pas à pas, étape après étape, réussite après réussite, votre projet va devenir ce qu'il doit devenir. Personne ne sait fondamentalement ce qu'il a à matérialiser en ce monde. Par contre, la seule chose pour le savoir, ben, c'est commencer à faire les choses et les faire les unes après les autres. Ensuite, il y a également la théorie de l'attribution de Bernard Weiner. En fait, qu'est-ce qu'il explique dans cette théorie? La majorité des gens ont le réflexe de ne pas attribuer leur victoire, mais d'avoir une vision assez négative de leur réussite. Lorsqu'il est arrivé au pôle Sud, Amundsen, il a été le premier homme le premier homme de la Terre à fouler le pôle Sud. Il a réussi là où des dizaines d'autres expéditions ont échoué. Il a été le premier. Et qu'est-ce qu'il en a dit? Il a dit, j'avais pour ambition d'être le premier homme à fouler le pôle Nord et je me suis retrouvé à fouler le pôle Sud. On ne peut pas avoir réussi de plus éloigné de son objectif initial. C'est assez impressionnant en fait, parce que cet homme-là avait quand même extrêmement bien travaillé, optimisé. Il a été au bout des choses. Il n'a pas eu de perte humaine. Il a fait le maximum pour que ça soit une réussite éclatante. Et il ne sort pas de cette réussite avec l'ego lié à cette réussite-là. Il en sort avec un sentiment d'échec parce que son premier objectif n'a pas pu être atteint. Ça, c'est la théorie de l'attribution. Ça, c'est un biais énorme cognitif que nous avons tous. Lorsqu'on réussit quelque chose, on va avoir tendance à minimiser notre réussite. Parfois, c'est inconscient, c'est parce qu'on attend qu'un tiers nous dise non, c'est une réussite extraordinaire que tu as eue. Mais il faut bien savoir que ce tiers peut-être n'existe pas. Et que si on ne construit pas un petit peu notre fierté, notre solidité intérieure, notre confiance en nous à travers nos différentes réussites, eh bien en fait, on ne peut pas aller chercher les objectifs les plus ambitieux. Parce que le manque de confiance en nous, c'est quelque chose qui peut être extrêmement délétère et c'est quelque chose qui va faire qu'on ne va pas oser aller là où on doit aller, qu'on ne va pas oser aller au maximum de ce que l'on peut faire de ce monde. Alors là, la seule chose à faire, c'est que il faut se retourner et regarder les choses que nous avons accomplies. Et les regarder avec un regard qui n'est pas notre regard à nous, mais qui est un regard purement mathématique, purement objectif, purement dépassionnalisé. Est-ce que ce qu'on a réussi, c'est quelque chose de bien? Est-ce que ce qu'on a réussi, c'est quelque chose que tout le monde peut réussir? Et en général, lorsqu'on se rend compte de ça, on se rend compte que non, c'est pas le cas. Je suis la première à souffrir de ça. J'ai passé des journées, des années à être chaque fois stupéfaite quand j'explique mon cursus et mon parcours et d'avoir en face de moi des gens qui me disent oh, ce que tu as fait, c'est vraiment important. Alors que pour moi, j'ai toujours eu l'impression de seulement réagir et pas forcément réussir. Donc, la théorie de l'attribution, pardon, de Bernard Weiner est une très très bonne façon de comprendre qu'on va avoir ce réflexe négatif et ce réflexe de ne pas s'attribuer notre véritable valeur, notre véritable réussite. Or, il est absolument fondamental d'avoir conscience de notre réussite. Alors, on peut aller chercher chez des tiers la vérité, on peut aller chercher chez des tiers leur vision à eux, il vaut mieux aller chercher des tiers qui sont qualifiés pour avoir une vision objective de ce qu'on a fait. C'est pour ça que lorsque j'ai écrit et publié mon premier livre, je voulais le faire dans une maison d'édition, un comité de lecture, parce que je voulais qu'il y ait des auteurs qualifiés, alors que j'étais une auteure débutante, qui puissent lire mes histoires et me dire si elles étaient de qualité. Pour conclure cette vidéo, je ferai une citation de Tony Robbins que j'aime beaucoup. Il dit, la réussite que vous avez soulignée en général, est le fruit de 10 à 15 années d'efforts quotidiens et acharnés. On ne mesure pas ça. Et c'est pas parce que ça demande beaucoup de travail, que ça demande de se remettre en question, ça demande des itérations. Ce n'est pas parce que ça demande de l'effort qu'il ne faut pas le faire. C'est ne pas faire d'effort qui est finalement le plus délétère. Parce que si on ne fait pas d'effort, finalement, on ne fait rien de notre vie. Et on reste avec cette impression qu'on aurait pu. Et il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Il vaut mieux avoir fait les choses, s'être engagé dedans, avoir appris sur chacune des marches sur lesquelles on a trébuché, avoir appris de nos réussites, que de se dire au crépuscule de notre vie, finalement, j'aurais pu faire mieux.
Donc, je rappelle les choses que nous pouvons faire pour maximiser notre réussite. Petit 1, analyser nos peurs, nos inquiétudes. Ce sont celles qui nous empêchent d'aller en avant. C'est elles qui conditionnent notre procrastination et il faut arriver à les rassurer ou en tout cas à ne pas les écouter et à s'avancer quand même et à se lancer quand même. Ensuite, démarrer avec une version facile, facilement accessible, légère, qui va faire une chose, mais une chose très bien, une chose mieux que ce qui est possible et accessible actuellement. Surtout faire ça. Une chose facile et une chose mieux que les autres. Travailler sur le long terme. Chaque pas en avant est pas un échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Et chaque pas en avant peut être également une réussite. Il n'y a pas de tout noir ou de tout blanc. Il n'y a que des solutions, il n'y a que des choses grises qui ont leur part de positif et leur part de négatif. Se focaliser sur le positif pour avancer, regarder le négatif pour le contrôler, pour l'effacer et pour l'éradiquer de l'itération suivante. Ne pas écouter les autres, sauf si leur retour est constructif et qualifié. Travailler sur le long terme et avoir un gros objectif auquel on travaille petit à petit, victoire après victoire. Voilà. Ça, ce sont les enseignements que j'ai tirés de mes lectures, les enseignements que j'ai tirés de mon expérience de vie personnelle. J'espère qu'ils vous serviront. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez un gros projet, déjà, si vous voulez le partager, et ensuite, si ça résonne avec ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes dans la procrastination? Est-ce que vous avez cette difficulté, comme moi je l'ai eu très longtemps, et que je l'ai encore d'ailleurs, à évaluer positivement vos réussites? N'hésitez pas à partager tout ça. Et si cette vidéo vous a été utile, surtout n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.